Parti. Ok, impeccable. Donc aujourd'hui, on se voit donc pour tout ce qui est service cloud. Donc on va voir notamment les plateformes type AWS, Google Cloud et Azure de Microsoft. Donc on verra pas trop en détail certains blocs, notamment AWS parce que j'ai un compte désactivé dessus. J'ai désactivé mon compte perso. Donc là-dessus, je pourrais pas vous montrer. Mais l'idée, c'est au moins que vous compreniez ce qu'est un service cloud, ce que vous pouvez en faire et surtout pourquoi c'est une bonne chose de s'en servir. Comme ça, après, on pourra rentrer dans le détail de tout ce qui est déploiement, ainsi de suite, s'il y a besoin. OK? Nickel. Est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui savent un petit peu ce qu'est un service cloud? Pas plus? Non? Est-ce qu'il y en a qui utilisent OVH? One and one? Ouais, vraiment tout le monde. OVH pour les solutions classiques, quoi, l'hébergement mutualisé. Ouais. Ben, sans savoir, vous faites déjà un peu du cloud. Ah, ouais. En fait, l'idée, c'est que OVH, par défaut, propose des VPS qui sont des serveurs sur le cloud, tout simplement. Donc, vous avez une infrastructure cloud sur laquelle vous avez un serveur qui est envoyé et vous utilisez ce serveur directement. Donc, vous utilisez déjà un peu du cloud. Alors, c'est pas du cloud très, très poussé. Hein. L'idée, c'est que vous n'avez pas énormément d'outils à côté, mais vous utilisez déjà des services cloud sans le savoir. Vous avez un VPS, c'est un serveur cloud, tout simplement. Il y a une architecture physique qui rend votre serveur disponible. Dans le marché du cloud, l'idée du cloud, c'est de vous proposer une série de services en rapport avec vos besoins. Donc l'idée, c'est, je sais pas, admettons, vous vouliez déployer une application type P6, par exemple, sur des PHP. Vous allez avoir besoin d'un serveur web, vous allez avoir besoin d'une base de données, d'un serveur SMTP. Grosso modo, c'est à peu près tout ce dont vous avez besoin. Sur un serveur classique, il faudrait tout mettre en place. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous configuriez votre serveur HTTP, votre base de données, votre serveur SMTP, et j'en passe. Tout ce qui est sécurité, ainsi de suite, ainsi de suite. L'idée des plateformes cloud, c'est de vous simplifier tout ce process de configuration. Vous allez avoir un dashboard, vous configurez vos besoins, et la plateforme s'adapte, tout simplement. Donc l'idée, c'est véritablement de vous concentrer sur votre application, vos besoins, votre business, si vous en avez un derrière, plutôt que sur l'architecture de vos projets. Ok. Donc, je sais pas, admettons que vous ayez besoin d'une base de données MySQL en test et d'une base de données PostgreSQL en prod. Vous le configurez sur le serveur, enfin sur le service cloud, ça vous prend 5 minutes. Si vous aviez un VPS, il faudrait configurer les 2 points d'entrée, vérifier que vous avez les ports qui sont ouverts, ainsi de suite. C'est lent, c'est pas pratique, voilà. On y passe du temps. Le service cloud, lui, il va abstraire totalement cette partie-là. Vous vous concentrez sur vos besoins et vous laissez de côté tout ce qui est architecture. Vous pouvez le configurer, bien entendu, il n'y a pas de problème, mais l'idée, c'est que vous alliez plus vite sur vos besoins. OK? Donc, en service cloud, en prioritaire aujourd'hui, on en a plusieurs, et notamment, on a Amazon Web Service, donc qui est fait par Amazon, hein, là-dessus, ça doit être assez logique, qui fait notamment tourner tout ce qui est serveur Amazon. Vous avez Open Classrooms, qui est sur AWS, pour ceux qui ne le sauraient pas. Notamment, c'est dans les parcours que vous avez sur administrateur cloud, tech lead, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est AWS qui est recommandé. Vous allez avoir aussi à côté Microsoft, qui a son propre système de cloud, donc qui s'appelle Microsoft Azure. Alors, je suis pas totalement au fait sur leurs services à eux, mais vous avez grosso modo les mêmes offres que les autres services. Donc, vous allez avoir du serveur, de la base de données, du machine learning, des outils de déploiement, du stockage de code, et ainsi de suite, et j'en passe. Vous avez aussi Google Cloud, donc qui est la solution made in Google directement, qui a une plateforme un petit peu plus centrée sur le développeur, et un petit peu moins sur l'architecture machine, ainsi de suite, qui propose grosso modo les mêmes services que tout le monde, un petit peu moins étoffé, notamment sur tout ce qui est serveur. Le machine learning est très développé chez Google, mais tout ce qui est outils de développement, déploiement, ainsi de suite, c'est un petit peu moins avancé. Ok. Donc ça, ce sont les 3 prioritaires. Il y en a d'autres. Hein. Je vous recommande de les regarder si vous avez besoin. Mais voilà, pensez Amazon, Microsoft, Google. C'est les 3 prioritaires qui sont utilisés aujourd'hui. Le plus utilisé restant Amazon. Je sais que ça peut sembler un peu bête, parce qu'Amazon, on ne se dit pas qu'ils font du serveur. Mais Amazon consomme aujourd'hui 90% de toute la puissance du cloud. Pour donner une idée. Tout le reste étant Google, Microsoft et j'en passe. Il y a IBM aussi qui fait du cloud, ainsi de suite. OK? Est-ce qu'on a la possibilité de savoir en fait où est-ce que sont hébergés, non, sur quel service cloud est utilisé pour un site, par exemple Open Classroom, là tu nous dis que c'est AWS.
Et, Open Classroom, c'est AWS, puisque c'est expliqué sur, notamment, tu l'as dans le cours sur How do we work at Open Classrooms. Après, sur les autres plateformes, bah, c'est dépendant de s'ils laissent transparaître cette information-là. d'accord. Et si il laisse transparaître, mais tu veux dire, c'est pas dans le code, quoi. T'as pas moyen de C'est pas savoir. dans le code, non. Le Ouais. service cloud, c'est totalement découpé de ton code. C'est-à-dire, c'est comme si tu avais un serveur classique et que tu envoies ton code dessus. Ah, Tout simplement. Alors, Alexandre. Alexandre a mis un lien sur le. Ah, Du voilà. coup, c'est juste de l'hébergement associé à des services ou c'est vraiment lié à ça? C'est ça le métier du cloud? C'est des services. Il n'y a pas que de l'hébergement. Tu peux tout à fait te servir d'un service cloud sans héberger ton code dessus. Ça pose pas de problème. Mais du coup, on y fait quoi? Parce que tu dis, on héberge du code, donc c'est l'équivalent de GitHub. Il y en a certains qui le proposent. Mais il n'y a pas que ça. Et ça pourrait être quoi? Parce que du coup, moi, je suis un peu. Ouais. Je navigue à vue là. Je m'explique. Admettons que tu aies besoin sur ton application d'une base de données classique et d'un système de traduction automatisé. Tu utilises peut-être le composant de Symfony pour faire de la traduction. Il y a des services cloud qui proposent de traduire ton texte pour toi, par du machine learning, directement. Ah. Les services, il y en a des centaines et des milliers. Il y a à peu près autant de services proposés que de services cloud. Il y en a certains qui en proposent énormément. Si je prends AWS, on va le regarder, il y en a un paquet qui sont proposés. Ok, bah, je suis le reste du cours et je vais comprendre, c'est ça en fait. C'est ça. Ok, désolé. Non, mais il n'y a pas de problème, mais c'est une très bonne question. J'allais venir dessus. Donc, on a fait un point sur les 3 prioritaires qui sont utilisés aujourd'hui. Maintenant, les services proposés en eux-mêmes. En fonction de vos besoins, il va falloir choisir une plateforme. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y a qu'une plateforme pour vos besoins, ce n'est pas l'idée. Il y a autant de plateformes que de besoins, et vous utiliserez sûrement un peu d'une plateforme, un peu d'une autre, en fonction de vos projets. Mais l'idée, c'est que il y a certaines plateformes qui proposent beaucoup plus de services et qui sont beaucoup plus modernes que d'autres. Bien entendu. Si vous allez chez Microsoft, ça sera peut-être beaucoup moins développé sur le machine learning que chez Google, puisqu'ils font que ça quasiment. Si vous allez sur AWS, ça sera très développé côté serveur, mais ça sera peut-être un petit peu moins moderne sur la partie machine learning. Et j'en passe, c'est les meilleurs. Donc l'idée, c'est que vous avez un paquet de services disponibles. Si on prend Amazon Web Services, en termes de services, vous avez tout ça. Pour donner une idée. Donc autant vous dire que des services, il y en a. L'idée d'Amazon, c'est de proposer une plateforme qui est surtout centrée sur tout ce qui va être DevOps, sysadmin, solutions, tout ce qui va être pas logiciel, mais du moins on va se concentrer sur la partie sysadmin, DevOps, des gens qui sont plutôt compétents sur tout ce qui est service, ainsi de suite. L'idée, c'est de vous proposer un maximum de services pour que vous puissiez trouver celui qui correspond le plus à vos besoins. Donc par exemple, si on prend juste la partie serveur, donc tout ce qui est calcul chez Amazon, on a 3 et 3, 6 et 3, 9 et 3, 12, et un 13. Donc on va être à 13 services rien pour les serveurs. Donc on va avoir à l'intérieur du serveur classique, donc tout ce qui est équivalent à du VPS. On va avoir du stockage Docker, on va avoir des fonctions cloud, on va revenir là-dessus. On va avoir tout ce qui est Kubernetes, on va avoir du stockage de tout ce qui est serverless, ainsi de suite, ainsi de suite. On va avoir des machines virtuelles aussi qui sont stockées. On va avoir du stockage. Donc le stockage, ça s'apparente grosso modo à votre base de données. Ça va être de la base de données, ça va être... Alors là, sur la partie stockage, c'est plus du stockage de fichiers, à proprement parler. Chez AWS, le stockage, c'est fichiers. Donc ça va être stocker des PDF, stocker des images, faire de l'archivage, ainsi de suite, ainsi de suite. On va avoir de la base de données, donc Aurora, RDS. RDS, c'est tout ce qui va être MySQL, Postgre et j'en passe. DynamoDB, c'est l'équivalent du NoSQL, si je ne dis pas de bêtises. On va avoir du cache aussi, base de données, donc ça, c'est tout ce qui va être Redis, ainsi de suite. Redshift, Neptune, ça, c'est des services un peu particuliers. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, juste sur les 3 premiers blocs, vous avez grosso modo 80% de vos services qui sont couverts. Alors, 90% de vos besoins, que ce soit de l'hébergement ou de la base de données, c'est couvert. Juste là, sur les 3 premiers blocs. Mais il n'y a pas que ça chez AWS. Vous avez aussi tout ce qui est service de migration. Donc ça va être pour tout ce qui est migrer d'une plateforme à l'autre, migrer un projet legacy, des choses comme ça. Vous allez avoir de la mise en réseau, donc tout ce qui va être réservation de services, des noms de domaine, du DNS, créer des CDN, ainsi de suite, du load balancing aussi pour tout ce qui va être gestion des charges sur vos serveurs, c'est-à-dire si vous avez énormément de requêtes sur un site, ça va être le fait de dispatcher un petit peu la charge de travail sur plusieurs serveurs, ainsi de suite. Vous allez avoir des outils de développeurs, donc notamment du code deploy pour faire du déploiement, code commit, c'est l'équivalent de Git et GitHub,
On va avoir du code build pour faire de l'intégration. On va avoir du X-ray pour passer sur le code en lui-même et détecter un peu les failles, et ainsi de suite. On a des outils de gestion, donc qui vont être plus pour tout ce qui est gestion des logs, du statut d'un projet, voilà, ainsi de suite. Ça va être surtout pour surveiller vos serveurs, ainsi de suite. Vous allez avoir les services multimédia. Donc là, les services multimédia qui sont plus tout ce qui est gestion de fichiers, enfin de vidéos, d'images, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez faire de la conversion notamment, stocker des images pour les rendre, enfin des images et des vidéos pour les rendre disponibles directement. Faire du streaming aussi, notamment pour les plateformes de tout ce qui est jeux vidéo, ainsi de suite. C'est notamment basé sur ces parties-là. Vous allez avoir de l'apprentissage automatique, donc tout ce qui est un petit peu proche du machine learning. Donc vous allez avoir notamment pour tout ce qui est traduction automatisée, analyse d'images, analyse de vidéos, j'en passe des meilleurs. Voilà, quasiment tout le machine learning peut être traité là-dessus. Vous allez avoir de l'analyse de données, donc qui se rapproche un petit peu de cette partie-là, mais qui va permettre d'optimiser tout ce qui est gestion de vos données, ainsi de suite. Vous allez avoir de la sécurité. Donc la sécurité, par contre, là, c'est pour tout ce qui est sécurité de vos projets. Donc AWS et tout service cloud aujourd'hui sécurise l'architecture, mais ne sécurise pas vos serveurs. Les serveurs, c'est à vous de vous en occuper pour les sécuriser, donc notamment par des identifiants, de l'authentification à double facteur, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. L'idée, c'est que vous devez quand même faire un petit peu de sécurité sur vos projets. Comme sur un VPS, vous devez sécuriser vos accès SSH et j'en passe et des meilleurs. Vous allez avoir des services mobiles aussi, donc pour tout ce qui est application mobile, avoir des entrées d'API, faire du test automatisé sur vos téléphones, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez avoir de la réalité augmentée, merci Apple, et de la réalité virtuelle, donc pour tout ce qui va être gestion des casques, notamment HTC Vive, Oculus Rift, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez de l'intégration d'applications, donc pour tout ce qui est système de mail, système de messages. Alors les messages, c'est pas quelque chose qu'on a vu encore, mais l'idée c'est d'avoir un événement qui s'enclenche, suivi d'un message avec une réponse, ainsi de suite, on pourra revenir là-dessus s'il y a besoin. Vous avez pour tout ce qui est engagement client, donc ça va être pour tout ce qui va être système d'email, faire les connexions avec les utilisateurs, ainsi de suite. Les productivités d'entreprise, donc ça c'est des services un peu plus particuliers pour tout ce qui est mailing, fichiers équivalent à Google Drive, ainsi de suite. Le streaming de bureau, donc ça c'est pour partager du coup tout ce qui est bureau, l'internet des objets, donc ça va être pour tout ce qui est outils connectés, enfin du moins services connectés, le développement de jeux, les logiciels, les gestions de coûts, et j'en passe, et des meilleurs. Déjà là-dessus, il y a des questions. Là, il y a un paquet de services. À AWS, il y a énormément de services, c'est la plus fournie aujourd'hui en termes de plateforme. Si je devais me baser juste sur ce que vous avez besoin, vous, sur vos parcours, ça s'arrête à calcul et base de données. Et peut-être la mise en réseau si vous voulez un nom de domaine personnalisé, et c'est à peu près tout. Ok. Donc ne pensez pas que tout ce qui est sur la plateforme cloud est à utiliser obligatoirement. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que vous utilisez ce dont vous avez besoin. C'est tout. Ok. Donc après, on verra pour la tarification. Si vous regardez Microsoft, c'est grosso modo la même chose. Hein. On a un petit peu les mêmes outils. On a du déploiement d'applications, on a de la base de données, on a du calcul, donc pour tout ce qui est traitement de logique un petit peu lourde, les containers, le DevOps, le machine learning, ainsi de suite, le mobile aussi qui est notamment traité. Et sur Google, c'est grosso modo la même chose. Vous avez grosso modo les mêmes produits qui sont disponibles. Alors, on a un petit peu moins fourni chez Google. Vous avez déjà beaucoup moins de calculs qui sont disponibles. La base de données, c'est grosso modo la même chose. Réseau, c'est le même système. Big Data, ça va être tout ce qui est analyse de données, ainsi de suite. Internet des objets, donc ça va être, un bouton de port connecté, des choses comme ça. Le machine learning, ça, c'est le même process. La sécurité, les outils de gestion, un petit peu plus développés, notamment sur le logging, et ainsi de suite. Et les outils de développement qui sont là des compléments à vos outils de développement classiques. On voit notamment là avec les dépôts Git qui sont hébergés notamment directement sur la plateforme. Ok. Est-ce qu'il y a des questions déjà? J'en profite. On regarde. Non? Pas de questions? Ok. Nickel. Donc, vous me direz, c'est bien beau tous ces services-là, mais combien ça coûte? Tout ça. Parce qu'il va falloir parler un petit peu du prix. Alors, en fonction des plateformes, vous avez plusieurs politiques pour tout ce qui est facturation. Vous allez avoir une facturation fixe. Alors, Alexandre, c'est pas forcément cher. Désolé de te décevoir.
c'est pas forcément cher. Vous allez avoir plusieurs politiques sur tout ce qui est paiement, facturation, ainsi de suite. Vous allez avoir notamment le système de paiement fixe, c'est-à-dire que tous les mois, vous savez ce que vous allez payer. Donc, un petit peu comme un VPH chez OVH, hein, vous payez 3, 4, 10, 15, 50, 100 euros par mois, peu importe. Vous le savez à l'avance. Donc, ça vous permet d'adapter vos paiements. Vous allez avoir aussi du paiement à la consommation, c'est-à-dire que vous allez payer uniquement pour ce que vous consommez. Alors ça, c'est plutôt pratique. Si vous avez un serveur où vous avez un gros pic de consommation un mois, par exemple, et le mois suivant, c'est très peu consommé, vous payez beaucoup le premier mois et très peu le deuxième. C'est notamment comme ça que ça se base. Vous allez avoir notamment aussi du paiement à l'avance, c'est-à-dire que vous réservez une instance, par exemple, pour un an, et puis vous payez un an, et dans un an, on vous fera repayer, ainsi de suite, ainsi de suite. L'idée, c'est que la tarification s'adapte à vos projets. OK? Donc, ne pensez pas que c'est plus cher. Mais on paye au service ou on paye pour avoir accès à tous? Tu payes ce que tu utilises. Uniquement ce que j'utilise. Ouais. Donc, si tu dis, par exemple, je sais pas, je veux un petit serveur pour héberger mes projets et une petite base de données, tu payes que ça. Ok. Directement. Donc, après, on fera des exemples, mais l'idée, c'est, voilà, vous pouvez payer uniquement, enfin, vous ne payez de toute façon que ce que vous consommez. Alors, il y a des services gratuits hein, sur certaines plateformes. Hein. Vous avez notamment du stockage de fichiers qui coûte quasiment rien, donc c'est imperceptible sur votre facture. Vous allez avoir la sécurité qui est totalement gratuite. Tout ce qui est gestion de sécurité, c'est gratuit, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des services payants, bien entendu. Le machine learning, ça coûte très cher. Le serveur, ça coûte moins cher. Voilà. Donc, ne pensez pas que le service cloud, c'est cher. C'est une fausse idée qu'on peut se faire du service cloud. Ne pensez pas que c'est plus cher qu'un hébergement. Alors, Google Maps, oui, bon, ben, c'est le mauvais exemple. Puisque Google Maps devient payant. Donc, pour ceux qui sont sur des WJ, notamment, ben, il va falloir contourner le problème. Mais ne pensez pas qu'un service cloud, c'est cher parce que c'est du cloud. C'est une fausse idée qu'on a. Le service cloud s'adapte à vos besoins. Vous allez avoir, voilà, des gros sites peuvent consommer beaucoup un mois parce qu'ils ont une très forte affluence et consommer très peu le mois d'après puisqu'il y a une stabilisation de ce qu'ils consomment. Notamment sur tout ce qui est serveur, ainsi de suite. OK? Quand on utilise l'API de Google Maps, maintenant, ça va être payant, c'est ça? C'est la connexion quand on va afficher par exemple, les endroits où sont situés des… Google Maps devient entièrement payant. Putain. Donc ça, alors ça après, j'ai pas regardé. Je viens juste de le mettre sur un site, quoi. J'ai pas regardé complètement ce qui devient payant, mais c'est la politique a été annoncée notamment au dernier Google I.O., donc la dernière conférence Google. C'est un service qui devient payant. Puisque sur Google Maps, à terme, tu auras des outils notamment comme la réalité augmentée qui permettra avec ton téléphone d'avoir des informations sur impression sur ton affichage directement. Notamment sur Android, ça sera disponible, sur iOS pas encore. D'accord. Voilà. Donc sur Google, oui Alexandre, alors c'est pas 200 euros à proprement parler, c'est 300 $, donc tu as 265 euros, quelque chose comme ça d'avance. On va revenir là-dessus. OK? Est-ce que déjà là sur les services, sur ce qu'on vient de voir rapidement, il y a des questions? Non? C'est tout bon? OK. Nickel. Donc, on a les 3 plateformes principales. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas forcément vous montrer AWS. C'est pas que je veux pas, c'est que j'ai suspendu mon compte perso là-dessus, parce que je m'en sers pas. Donc, je vais vous montrer principalement Google Cloud, mais après, le process reste le même pour tout le monde, de toute façon. L'idée, c'est de créer un serveur, ainsi de suite. Hein. Mais c'est juste qu'AWS, là, j'ai pas de compte disponible, donc je ne pourrais pas vous le montrer. OK? Excuse-moi, juste pour consommer français, OVH, il fait pareil, non? OVH, lui, il se concentre surtout sur les serveurs, bases de données, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup moins de services. D'accord, mais pour ce qu'on fait nous, on peut passer 100% par… Tu peux utiliser 100% OVH, ça pose pas de problème. C'est moins flexible que des services cloud, bien entendu, mais tu peux tout à fait t'en servir, il n'y a pas de problème. Ça là-dessus, ça bloque pas, il n'y a pas de… Voilà. Je ne dis pas de faire du cloud obligatoirement. C'est pas l'idée. OK? Impeccable. Donc, sur Google Cloud, donc il vous faudra obligatoirement un compte Google. Je suis désolé de vous décevoir, si vous n'aimez pas Google, il ne faudra pas passer dessus. Alors, si vous êtes sur Amazon Web Service, vous avez 2 solutions. Soit utiliser votre compte Amazon déjà en place, soit créer un nouveau compte juste pour AWS. Donc ça, c'est après à vous de voir là-dessus. Et Microsoft se base sur le principe du compte Outlook. Donc, vous pouvez vous en servir directement si vous en avez un. OK? Si vous n'en avez pas, bon, il faut en créer. Donc, Google, effectivement, comme l'a dit Alexandre, sur les premiers mois d'usage, vous avez
200 € à peu près qui sont offerts. C'est-à-dire que vous avez 200 € sur la plateforme entière qui sont offerts. Vous pouvez vous en servir dans la limite de ces 200 €, il n'y a aucun souci. Passez ces 200 €, vous paierez ce que vous utilisez. Bien entendu. Donc, ça peut vous permettre de découvrir un peu la plateforme, notamment sur les services serveurs, ainsi de suite, avant de vous en servir de manière à grande échelle. OK? Donc, ça, c'est totalement disponible. Vous pouvez créer un compte. Vous créez un compte sur Google Cloud et il vous crédite automatiquement de 300 $. Il ne vous les donne pas, hein, c'est juste du crédit qui est disponible. Donc, Google Cloud, j'ai déjà un compte là-dessus, donc je vais me baser là-dessus. Donc, Google Cloud, une fois que vous êtes connecté, vous avez un dashboard qui s'affiche un petit peu comme ça. L'idée ici, c'est que vous avez un dashboard récapitulatif rapide sur ce que vous avez sur vos instances et sur vos projets. Google Cloud, un petit peu à l'inverse de Amazon, se base sur des projets. C'est-à-dire que vous pouvez créer autant de projets que vous voulez. L'idée, c'est que les projets, en fait, vous permettent de segmenter un petit peu ce que vous faites sur la plateforme. Alors là, moi, j'en ai un principal pour entreprise. Mais l'idée, c'est que, voilà, si vous avez, je sais pas, 4 projets différents, par exemple, on va prendre P5, P6, P7 sur vos applications, vous pouvez créer 3 projets différents sur la plateforme et gérer les 3 de manière indépendante. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ça vous évite d'avoir des conflits quand vous avez des ressources qui sont allouées. OK ? Donc, dans l'idée, admettons qu'on veuille lancer dans un premier temps un serveur classique, juste pour afficher, je sais pas, un serveur Nginx par exemple. Sur votre plateforme Google Cloud, donc vous avez un menu sur le côté, donc qui vous liste un petit peu tous les services qui sont disponibles. On a notamment voilà du repository Git, on a du système de déploiement, du big data, voilà, ça je vous l'ai déjà expliqué. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'ici on va utiliser Compute, donc qui est l'équivalent des VPS chez OVH. Ok, donc c'est une machine virtuelle qui est dans le cloud et vous décidez complètement de ce que vous allouez sur cette machine. Donc si vous voulez une toute petite machine juste pour tester un projet Symfony, normalement vous ne devriez pas avoir besoin de 15 Go de mémoire et d'un gros CPU sur une application Symfony. Si c'est le cas, c'est que vous avez mal fait votre projet. Vous le configurez, vous prenez que ce dont vous avez besoin et vous consommerez, enfin, vous paierez que pour ça. Ok ? Donc nous, on va partir dans l'idée de créer juste un petit serveur rapide pour expliquer un petit peu le process. Donc, on va faire créer directement. On lui donne un nom, donc par exemple test. On va pouvoir choisir la zone. Donc, les services cloud se basent notamment sur des zones de disponibilité. Donc, il y a des data centers dans le monde entier qui sont disponibles, notamment en Europe, il y en a plusieurs. Aux États-Unis, ainsi de suite, en Chine aussi, en Asie, en Australie, on en a en Amérique du Nord, Amérique du Sud, ainsi de suite. L'idée, c'est que vous allez pouvoir stocker votre projet n'importe où dans le monde. Là où sur des serveurs, par exemple OVH ou des choses comme ça, vous le stockez que dans une zone très particulière, et il sera disponible que là. Sur le cloud, vous pouvez atterrir à l'échelle internationale en très peu de temps. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, vous pouvez être disponible partout dans le monde, sans problème, et votre application sera aussi rapide au fin fond de la Chine qu'en plein milieu de New York. Ok ? Ça, c'est plutôt pratique, puisque du coup, il y a des systèmes de redondance, ainsi de suite, donc vous pouvez configurer que ce dont vous avez besoin. Donc ici, nous, on va l'héberger juste en Europe, parce qu'on est un peu... on va faire ça bien. Vous pouvez choisir le type de serveur que vous voulez, donc vous pouvez partir du plus petit, qui va coûter voilà, 5 $, donc ça va faire... bon, je ne vais pas le calculer en euros, mais ça devrait faire 3 €, ouais, 4 €, quelque chose comme ça. Donc vous pouvez avoir une toute petite machine jusqu'aux plus grosses machines, où là, bon, bah là, autant vous dire que là... voilà, ça va vous coûter très très cher, là voilà, 2000 € par mois, hein, avec ça. Mais l'idée, c'est que vous prenez que ce dont vous avez besoin. Essayez pas de configurer plus que ce dont vous avez besoin, ça sert techniquement à rien. Vous prenez que ce dont vous avez besoin, vous mettez la machine en place et en avant, directement. Et là, au moins, vous pouvez choisir de manière plutôt précise ce dont vous avez besoin, et vous pouvez aller plus loin avec la partie personnalisée s'il y a besoin. Donc, vous choisissez ensuite le disque de démarrage. Donc, par défaut, c'est l'image. Vous avez du Debian, de l'Ubuntu, du Windows si vous avez besoin, si vous êtes plus à l'aise là-dessus. Voilà. Vous prenez ce que vous voulez là-dessus. Vous choisissez ensuite les accès par défaut. Ça, on pourra les revoir s'il y a besoin. Vous autorisez les accès HTTP. Alors, vous pouvez aussi configurer pour tout ce qui est disque, réseau, clé SSH, ainsi de suite. Ça, on reviendra dessus si jamais vous avez besoin. Et vous faites créer. Et donc là, Google va créer automatiquement une machine pour vous dans le cloud, vous allouez une adresse IP et vous la rendre disponible directement dans l'interface. Donc, vous pourrez vous connecter dessus, il n'y a aucun souci là-dessus. Là, la création se fait en quelques minutes. Voilà, là, elle est déjà prête. Donc là, vous avez un serveur qui est en place.
vous pouvez déjà vous attaquer à la configuration du serveur. Vous voyez, ça m'a pris 3 minutes. Allez, j'ai été un peu lent. Mais l'idée, c'est que vous avez un service où vous pouvez le déployer très rapidement. L'idée, c'est ça. Là où chez OVH, par exemple, vous commandez un service, vous payez, il faut qu'il configure et qu'il vous le rende disponible. Là, juste, vous faites créer, vous choisissez ce que vous voulez, il est créé, en place. Et vous pouvez vous en servir directement dans la minute qui suit. Là, j'ai été un peu plus lent, mais dans l'idée, voilà, en 5 minutes, vous pouvez vous lancer. Il n'y a aucun souci. Et l'idée, c'est que vous pouvez très facilement vous concentrer plus sur votre projet que sur le fait de savoir configurer un serveur ou quoi que ce soit. Si vous n'êtes pas à l'aise là-dessus, vous pouvez tout à fait juste envoyer du code sur vos services cloud et ils configureront le serveur pour vous. Ça existe aussi. On pourra le voir s'il y a besoin. OK ? Donc là, j'ai un serveur en place, donc j'ai une adresse IP, alors là, qui ne me renvoie rien, puisque par défaut, j'ai pas de serveur qui répond. Je peux me connecter en SSH directement, donc il y a un accès SSH dans votre terminal, enfin dans votre navigateur, ça pose pas de problème. L'idée ici, c'est que c'est juste un petit complément, il y a une petite extension à ajouter, là, notamment chez Google, ça vous permet de transférer les clés SSH, de lancer le serveur, ainsi de suite. Donc là, on va le lancer directement. Et si vous avez besoin, vous pouvez avoir plus d'informations sur le service qui a été lancé, donc notamment tout ce qui est listé là-dessus. Donc là, il va se connecter, et normalement après, donc là, voilà, j'ai pas de réponse, donc c'est normal. Donc vous pouvez en lancer autant que vous voulez, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous avez un petit listing de ce qui se passe, il n'y a aucun souci là-dessus. Là, il se connecte. Donc ensuite, vous pouvez lancer plusieurs instances, définir le modèle d'instance dont vous avez besoin, hein. Vous pouvez le définir à l'avance, traiter les images, les données, les zones aussi. Donc ça, ce sont les zones de disponibilité. Vous voyez, voilà, on a des zones en Asie, en Australie, en Europe, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça vous permet de les gérer de manière plutôt fine là-dessus. Alors là, il prend un peu de temps, je vais le stopper et le relancer là-dessus. Donc vous pouvez vous connecter aussi en SSH classique, hein. Il faut juste récupérer les identifiants de connexion. On vous les donne ici. Est-ce que tu peux définir le terme instance dans ce cas-là? Alors, instance, c'est un serveur, une machine, tout simplement. Si je le définis juste en vulgarisant, c'est une machine. Une instance, c'est une machine que tu lances. OK. OK. Vous pouvez en lancer autant que vous voulez, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, donc l'adresse IP, donc de toute façon, lui, il est toujours bloqué, et là, il va se connecter normalement. Donc ça peut prendre un peu de temps en fonction du serveur, puisque là, généralement, sur les premiers lancements, ça peut être un peu lent. S'il y a besoin, vous pouvez vous connecter, il n'y a aucun souci là-dessus. Normalement, vous avez d'autres solutions. Voilà, on peut peut-être utiliser la commande gcloud directement. Donc, vous avez aussi des accès par les terminaux. On verra après. Je vais voir si ça va plus vite par là. Bon, s'il se connecte plus rapidement. Je vais juste voir si là, il a pris. Ouais, il n'a pas pris les accès encore. Et non, ça c'était bon. Donc le temps qui se connecte, voilà, normalement je devrais pouvoir me connecter. Non, parce que je n'avais pas défini de passphrase. Normalement, il n'y en a pas. Non, ici qu'il n'a pas dû encore faire la bascule pour le SSH. Donc c'est pas grave, on va regarder les autres services le temps qu'ils se lancent, puisqu'il n'a pas encore propagé tout ça. Donc, bon, là c'est pour les serveurs, donc c'est l'équivalent de vos VPS. Vous avez les bases de données, donc pour tout ce qui est SQL, donc vous pouvez créer une instance SQL, vous pourrez l'avoir en plus de votre instance interne pour le développement. Donc l'idée ici, c'est que vous allez créer une base de données juste pour vos projets une fois qu'ils sont en production. Donc, vous avez du MySQL, du PostgreSQL, on va prendre MySQL par exemple. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, donc on peut avoir une petite application MySQL, donc avec 10 gigas de stockage, un petit peu de mémoire et pas un très gros CPU. L'idée, c'est que ça va être pour le test, pour vérifier un petit peu vos projets, jusqu'à la partie production, hein, pour avoir une super instance là-dessus. Donc, on peut par exemple partir là-dessus. Vous le lancez, vous donnez un identifiant d'instance, un mot de passe. Donc, ça, c'est votre mot de passe pour vous connecter en MySQL. Directement, c'est l'identifiant que vous donnez quand vous vous connectez en test. La région, où là, vous pourrez rentrer un peu plus dans le détail. La zone, bon, ça, après, voilà, c'est Francfort, Londres, ainsi de suite, ainsi de suite. Par exemple, je sais pas, on va mettre route directement. La base de données est sélectionnée. Vous faites créer, et normalement, il vous crée l'instance et la base de données se lance. Et elle devient disponible.
Donc, sur une base de données, ça peut prendre un peu plus de temps, puisqu'il y a un petit peu plus de choses à traiter. Mais voilà, là, votre base de données, elle est quasiment en place. Donc, ensuite, vous aurez une adresse IP qui vous sera allouée, normalement, automatiquement. Et vous pouvez vous connecter même depuis votre machine. Ça pose pas de problème. Tant que vous avez les accès, vous donnez les identifiants, il n'y a aucun souci là-dessus. Votre base de données est disponible. Il n'y a aucun problème. L'idée, c'est notamment en plus de mon salaire. Voilà. Là, il m'a connecté directement. Donc, je vais stopper juste celui-là. Hop. Je vais stopper celui-là. Tac. Voilà. Donc, ici, donc là, le temps qu'il me crée la base de données, voilà. Donc là, j'ai une base de données qui est en train d'être créée. Donc, je vais vous montrer juste le serveur. Donc là, je suis sur l'équivalent d'un VPS OVH. Hein. J'ai juste le serveur qu'on a lancé tout à l'heure. Donc, vous avez accès aux mêmes commandes. Hein. Il n'y a pas de différence là-dessus, notamment apt-get update. Et nous, on va faire un apt-get install de Nginx, par exemple. Alors c'est sudo apt-get install Nginx. Normalement, il doit passer. Voilà. Donc, on va faire yes. Donc, par défaut, sur Google Cloud, vous n'êtes jamais sudo sur vos machines. Donc, faites attention, il faut toujours préfixer avec sudo ou su si vous voulez remonter en administrateur. Donc là, il nous installe Nginx et on va récupérer directement depuis nos instances compute l'adresse IP et j'ai Nginx. Donc, s'il ne m'avait pas pris du temps pour configurer le SSH, grosso modo, en 5 minutes, vous êtes en place juste pour Nginx. Donc après, il faut configurer, bien entendu, PHP, installer ce dont vous avez besoin sur l'instance. Mais là, vous avez déjà une application qui fonctionne. On aurait pu tout à fait installer Apache, hein, vous pouvez tout à fait le faire. Si je fais su... Alors, le terminal, il n'est pas très rapide là-dessus sur la commande. Root, non. Donc on va faire sudo apt-get, je crois que c'est remove nginx. Donc on peut le supprimer. Et là on fait sudo apt-get install. Et donc c'est Apache 2. Il trouve le package, on l'installe. Et une fois qu'il est prêt, normalement, on refresh la page et on devrait récupérer Apache. Voilà. Directement. Donc là, la config, c'est juste de la config serveur, hein, mais dans l'idée, voilà, vous pouvez lancer un serveur en très peu de temps. En 10 minutes, vous êtes prêt, il vous faut après, faudra configurer, bien entendu, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais l'idée, c'est que vous pouvez lancer très rapidement votre projet en ligne, il n'y a aucun souci. Ok? Est-ce que là, déjà, il y a des questions? J'en profite? Non? Pas de questions particulières? Ok. Donc, là, vous avez votre serveur, par exemple, et ici, vous aurez votre base de données qui est normalement en place. Donc là, elle est en train d'être créée. Donc, il y aura une adresse IP. Donc, ça, c'est l'adresse IP que vous pouvez donner pour vous connecter. Voilà, elle est quasiment en place. Le nom de la connexion, donc ça, c'est pour se connecter. La zone où est-ce qu'elle est connectée. Et ensuite, ben, après, vous pourrez vous connecter. Il n'y a aucun souci là-dessus. L'idée, c'est que vous avez une instance, vous vous connectez, c'est fini. C'est l'équivalent de votre base de données locale, sauf que là, maintenant, ben, elle est directement sur le cloud. Donc, ça vous permet d'aller plus vite. Et vous pouvez configurer ce que vous voulez. Vous voyez, là, on a mis du MySQL, mais on aurait pu avoir du PostgreSQL, enfin, peu importe. OK? Donc là, je vais juste la supprimer, normalement. Ouais, parce qu'elle n'est pas encore montée, donc je ne peux pas la supprimer. On a aussi le service... Alors, non, c'est pas la facturation, je veux App Engine. Donc, App Engine, ça ressemble un petit peu... comment dire alors, pour vous donner un équivalent, est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu Heroku? Non, pas plus. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme service qui s'en rapproche? C'est pour faire du déploiement, c'est ça? Alors, c'est du déploiement, mais l'idée, c'est que tu envoies ton code et Google se débrouille avec le code pour te créer le projet. Donc, vous envoyez juste votre code, par exemple PHP, et il vous le configure tout seul. Donc, vous n'avez pas à configurer un serveur, vous n'avez pas normalement à configurer une base de données, enfin, il faut peut-être le rajouter en fonction de vos besoins, mais juste vous envoyez votre code, tout simplement. Donc, pour montrer un petit peu, il y a une application là, sur le... Donc, on peut le faire en PHP, par exemple. Donc, l'idée, c'est que vous avez un tuto ensuite, hein, il n'y a aucun souci. Donc, on va le lancer directement. Donc, moi, c'est sur celui-là que je veux le lancer. Donc, on va le lancer sur ici. Donc, vous avez une ligne de commande directement dans Google, est-ce que vous avez besoin? L'idée, c'est qu'en fait, App Engine, il va vous permettre juste d'envoyer votre code. Donc, vous vous concentrez véritablement sur votre application, donc par exemple PHP, Symfony, ainsi de suite. Vous envoyez le code et il configure l'environnement pour vous, tout seul.
Genre, il va créer lui-même le HT Access s'il y a besoin? Ouais. Oh, c'est cool ça! Il configure le serveur aussi, donc tu auras tes accès HTTP classiques, il n'y a aucun souci là-dessus. Et ensuite, tu rajoutes juste des services si tu as besoin de plus. Alors, App Engine, attention, c'est un chouïa plus cher que le compute. C'est-à-dire que, bien entendu, comme il faut qu'il vous le configure pour vous, c'est totalement dépendant de ce que vous consommez. Là, c'est de la facturation à la consommation. Mais vous n'avez pas toute la partie configuration à mettre en place. Donc là, vous envoyez votre code. Ça peut être notamment pratique si vous voulez tester rapidement vos projets pour voir ce qu'ils donnent en prod. Vous envoyez votre code rapidement et puis ils se débrouillent. OK? Donc sur le tuto notamment, donc là, il est en train de se mettre en place, mais l'idée, voilà, c'est qu'on peut facilement après récupérer le projet. Qu'est-ce qu'il fait? Alors peut-être si j'en rouvre une. Donc là, il est un petit peu plus lent, mais l'idée, c'est ça. C'est vous envoyez le code. Alors sur la documentation, c'est un petit peu mieux expliqué. Donc on va pouvoir le prendre là. Donc App Engine, hop, voilà. Donc vous envoyez votre code. Bon, ça, on n'a pas besoin de vous faire de la pub là-dessus. On va prendre par exemple le PHP. Donc vous avez plusieurs environnements, soit un standard par défaut qui est en PHP 5.5, soit un flexible qui monte jusqu'à 7.1. Donc ça, c'est plutôt pratique si vous avez notamment des applications Symfony 4. On peut le faire notamment avec le Quick Start. Je regarde juste s'il ne m'a pas ouvert le terminal déjà. Non, pas encore. Donc, ça là-dessus, vous téléchargez votre projet. Vous pouvez faire un composer install. Hein, ça, c'est votre projet classique. Et vous faites juste ça avec ça. Et votre projet est automatiquement en ligne. Et il est prêt à être utilisé. Je vous remonte. Une fois que vous avez votre projet en local, vous avez par exemple votre projet Symfony, automatiquement, App Engine, alors il n'est pas magique, c'est-à-dire qu'il a des clés par défaut qui sont configurées pour lancer vos projets. Vous faites gcloud app deploy, donc il faudra avoir la ligne de commande en local. Vous faites gcloud app browse et automatiquement votre projet devient disponible. Alors, il ne fonctionnera pas nécessairement, il y aura peut-être de la configuration en plus, mais si vous mettez à jour votre configuration et que vous le rendez disponible, votre projet devient automatiquement disponible en ligne, sans forcer. Vous n'avez pas à configurer un serveur ou quoi que ce soit, alors là, il n'a pas envie celui-là, mais l'idée, c'est que votre projet devienne directement disponible. Admettons qu'on est... tac, tac. Alors, je peux peut-être vous montrer directement. Je regarde juste, par contre, la config par défaut. J'ai une configuration par défaut. Normalement, c'est celui-là. Alors, on va télécharger le projet, ici, directement. Donc, on va le copier. Je vais vous montrer directement avec le terminal, ça sera plus rapide. Donc, je vais aller dans... Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Alors, je vais aller dans CD desktop. On va cloner le projet. Donc, je vais le cloner dans test, par défaut. J'espère que Kaspersky ne va pas bloquer. Je vais prendre ceci. Donc, je vais aller dans CD test. Alors, c'est test slash. Non, c'est slash. Non, alors, CD test. Et normalement, ls, je devrais l'avoir. Ouais, getting started, alors, getting started PHP. Donc, ça doit être dans 1-hello world. Ils ont changé les dossiers en plus. ls. Et là, je l'ai normalement app.yml. Donc, si je fais cat app.yml, normalement, je dois l'avoir. Voilà, tout seul. Donc, là, je vais prendre. Donc, j'ai composer install pour les dépendances. Il n'y a aucun souci là-dessus. Normalement, je dois pouvoir faire un gcloud app deploy. Non, alors si j'oublie le D, ça va pas être pratique. Normalement, je dois pouvoir lancer. Donc, il va initialiser tout seul les ressources pour le projet. Donc, puisqu'on a des fichiers de config qui permettent de le configurer, c'est pas tout seul. Mais l'idée, c'est qu'en fait, en fonction des fichiers de configuration, vous initialisez un projet chez Google Cloud et il se débrouille tout seul pour le configurer. Donc ça peut prendre un peu de temps du coup. Donc là, il me l'a configuré. Donc là, on est bon. Je vais lui faire yes. Automatiquement. Donc là, il va aller chercher sur Google Cloud et préparer par défaut le serveur. Donc vous voyez, il m'a dit qu'il était bien. Donc le projet, c'était le app.yml. Le target projet, bon, c'était le mien. Le service, c'est par défaut. La version, c'est par défaut. Et mon URL, mon projet sera disponible à cette URL-là, automatiquement. Il va se débrouiller tout seul. Donc ça, c'est pour le projet. Donc là, il va me mettre à jour du coup les opérations et je vais regarder du coup ce qu'il m'a fait de ce côté-là. Ouais, là, il n'y avait pas envie.
Donc, je vais vous fermer le terminal ici, comme ça c'est fait. Hop. Donc, je vais le quitter. Alors, le terminal n'est pas hyper pratique pour travailler. Donc là, il est en train de m'envoyer les projets. Donc, vous voyez, il me crée les builds, il a téléchargé des images tout seul. Alors, ça se base sur Docker, mais vous n'avez rien à configurer. Vous n'avez pas à connaître Docker pour vous servir de cette plateforme-là. Il se débrouille tout seul. Donc là, il va me télécharger les images tout seul. Vous voyez, il m'installe PHP. Donc, pour ceux qui ont déjà joué avec Docker, ça ne devrait pas vous surprendre. Alors là, c'est un projet Silex. Je sais que c'est une honte de travailler avec Silex, vous m'excuserez, mais là, c'est pas moi, c'est le projet par défaut qui est donné comme ça. Donc, il télécharge les projets, il dit c'est tout bon, il va mettre à jour, et normalement, si on remonte dans la plateforme App Engine, hop, alors je vais clôturer ça s'il te plaît, trop sympa. Voilà, normalement, le projet devrait remonter. Donc, App Engine. Donc, normalement, j'en ai un qui remonte, voilà, qui est en attente. Et si je vais dans mon terminal, donc là, il est en train de me mettre à jour. Alors, ça peut prendre un peu de temps, en fonction du projet que vous avez, notamment si c'est un gros projet Symfony avec beaucoup de dépendances à l'intérieur. Là, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Mais si vous avez beaucoup de dépendances dans votre projet, ça peut prendre un peu de temps. Donc, vous précipitez pas là-dessus, ça sert à rien. Et là, j'ai mon service qui est déjà disponible en partie. Donc, default, vous voyez, là, j'ai une erreur, serveur, mais là, j'ai mon projet qui a été déployé. Donc là, il n'est pas complètement à jour puisqu'il est en train de me faire la mise à jour, mais là, par défaut, j'ai déjà mon projet qui est en ligne. Donc là, il y a une erreur serveur, mais là, j'ai mon projet en ligne. Directement. Alors, pour les variables d'environnement, tu peux tout à fait les configurer. Il y a des fichiers de configuration pour faire ça. Notamment sur Symfony 4, tu es obligé de passer des variables d'environnement pour la configuration. Il y a un fichier pour le configurer. L'idée, c'est que vous vous concentrez sur votre code et après sur la mise en production. Donc, juste vous envoyez votre code, il se débrouille tout seul. Donc là, je vais regarder juste où il en est. Bon, ça peut prendre un peu de temps, mais par exemple, si je vous montre la documentation, ça va être ici, et je peux le donner ici, normalement, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc là, j'ai le fichier de configuration, on pourra le regarder après. Et normalement, à un endroit, j'ai les variables d'environnement qui sont données. Voilà, environnement de variables. Voilà, vous mettez une clé env variables, la variable, la valeur, et vous envoyez ça, et il se débrouille tout seul, comme un grand. Donc c'est pas celui-là, normalement c'est celui-là, il est à jour. Tout seul. Juste vous passez les variables d'environnement. Ok. Donc si vous avez notamment des projets Symfony 4, vous n'avez que des variables d'environnement pour configurer votre projet, vous configurez le projet, les variables d'environnement, Gcloud App Deploy, il se débrouille tout seul. Ça, c'est plutôt pratique. Ça vous permet d'aller plus vite. Et au moins, vous n'avez pas à configurer un serveur. Il se débrouille tout seul, il récupère votre configuration, vos environnements, tout seul. Il n'a rien à faire là-dessus. Donc pour donner une idée, alors c'est pas magique, hein, ça prend un peu de temps, c'est normal, mais par défaut, l'idée c'est que vous avez des fichiers de configuration, donc vous avez, normalement c'est le app.yml voilà, qui est défini ici, donc c'est lui en fait qui va définir la configuration de votre projet. Si je vous le montre dans le projet par défaut qui est installé ici, normalement ls, et je dois l'avoir si je fais app.yml, ici. Donc là, j'ai le projet qui est configuré en PHP. Je suis bête, je peux vous le montrer avec Atom. Normalement, il va se lancer tout seul. Alors, tac, ici. On va voir s'il se lance correctement. Voilà. Donc, ça, c'est votre fichier de configuration pour votre projet. Vous lui définissez le langage qui fera tourner, l'environnement, donc par défaut, c'est Flex pour avoir 7.2, 7.1, ainsi de suite. Le point d'entrée de votre application, donc c'est l'équivalent du document root sur Apache. L'idée, c'est vous donner le dossier. Alors, si vous avez Symfony 4, c'est public, c'est facile. Et ensuite, vous définissez les ressources dont vous avez besoin pour votre projet. Donc, on peut avoir un petit CPU, très peu de mémoire, un peu d'espace disque. Vous pouvez venir y configurer une base de données, peu importe. Vous mettez ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, il se débrouille tout seul. Donc ensuite, on a le PHP Unit, hein. Ça ne change pas, vous ne devrez pas être surpris notamment. Le dossier web avec le point d'entrée Silex, pour ceux qui ont fait le cours sur l'architecture, alors je crois que c'était architecture professionnelle en PHP avec Silex, c'était expliqué notamment pour l'installation Silex. Vous avez un Gitignore, bon ça change pas beaucoup, le composer.json, bon, qui fait pas grand chose, là, vous avez juste un point d'entrée, et le nginx qui est là juste pour vous dire, bon ben voilà, par défaut, je vais chercher sur index.php. Mais juste ça suffit à configurer votre projet pour que Google se débrouille tout seul pour configurer votre projet et le rendre disponible. Est-ce qu'il y en a qui sont surpris ou qui ont des questions là-dessus?
Venant de Google, je suis absolument pas surpris. Alors après, c'est pas magique. Vous avez, vous voyez, un petit peu de configuration. Il y a un petit fichier à créer, il faut configurer un petit peu vos besoins, mais il y en a déjà beaucoup moins que sur le compute qu'on a vu tout à l'heure, où il vous faut configurer le serveur, créer votre PHP, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, juste vous définissez ce dont vous avez besoin, vous envoyez le code, il se débrouille. Et puis, comme disait Carole tout à l'heure, ça évite de se prendre la tête avec le HT Access. Ah ouais, non, mais le HT Access 2 jours à chaque fois, enfin, c'est un cauchemar. Alors, sachant que HT Access ne devrait pas être utilisé. Ça, faut le dire à one and one, hein, parce qu'ils n'ont pas l'air au courant. Alors, sur les VPS, si c'est toi qui le configure, tu mets ce que tu veux, mais en fait, le HT Access, c'est une très mauvaise pratique, puisqu'à chaque fois que tu exécutes ton projet, il est obligé de lire ta configuration serveur, donc le vhost, et ensuite de relire par-dessus avec le HT Access. Donc, c'est pas terrible en termes de performance. Mais bon, OVH et One and One, voilà, je dirais. Mais là, vous n'en avez plus besoin. Là, c'est Nginx qui se débrouille tout seul et vous avez juste envoyé votre projet. Donc, notamment sur Symfony 4, vous pouvez réduire vos temps de déploiement de 4, 5, voire même 6 en fonction de ce que vous avez besoin. Alors après, bien entendu, là, il n'y a pas de base de données. Là, c'est juste un stockage fichier. Mais vous avez votre projet en ligne. Et ça vous a pris 5 minutes. Alors là, je vais regarder s'il a terminé. Normalement, non, il n'a pas terminé, voilà, parce qu'il est obligé de me mettre à jour. Mais par défaut, là, c'est mon projet. Donc, quand il voudra bien fonctionner, 502 en plus bad gateway parce qu'il est en train de me mettre à jour le serveur, vous avez un projet déjà en ligne. Et il est en place. Donc ensuite, vous pouvez le configurer en fonction de ce que vous avez besoin. Vous pouvez avoir notamment tout ce qui est base de données. Donc vous avez data and file, voilà. Vous pouvez avoir une base de données MySQL. Donc ça, après, ça se configure et il faut le configurer en plus. Mais l'idée, c'est que voilà, une fois que vous configurez tout ce dont vous avez besoin, vous avez les emails aussi avec SendGrid. Notamment pour ceux que je suis en train de traumatiser pour utiliser SendGrid, notamment, là, il y a une intégration toute seule. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et là, vous avez un déploiement projet en très peu de temps. Question, tu balances un projet, tu te rends compte que finalement, quand tu as balancé ton projet, tu te rends compte que le serveur que tu as mis n'est pas assez puissant. Est-ce que tu peux directement, ou alors est-ce que tu es obligé de tout effacer et de reprendre de zéro? Sans problème. D'accord. Alors, c'est expliqué normalement ici. Tac, 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 tu l'as quelque part. Alors, normalement, tu l'as. Donc là, tu as pour la configuration du fichier et tu as quelque part par là. Alors, c'est expliqué. Alors, c'est peut-être pas celui-là. Non, ça, c'est l'environnement. L'idée, c'est de mettre à jour, c'est celui-là, normalement, que tu mets à jour. Tu mets à jour, donc, la machine, donc, qui est quelque part par là. Ressources settings, voilà. Tu mets ça à jour, tu redéploies une version, il se débrouille tout seul. Sachant que, par défaut, sur App Engine, en fonction des besoins de ton application, la mise à jour se fait toute seule. Tu n'as même pas besoin de lui dire. C'est-à-dire que par défaut, tu lui donnes une petite configuration, la plus petite que tu peux lui donner. Alors par défaut, c'est au moins un processeur, si tu n'en as pas, c'est compliqué. Un peu de mémoire. Tu déploies ton code et s'il voit que tu as beaucoup de consommation sur ton serveur, donc tu as besoin de plus de capacité machine, automatiquement, il met à jour ton serveur. Donc ça, vous inquiétez pas là-dessus, c'est automatique, ça se fait tout seul. Il y a une configuration pour le faire. Vous pouvez aussi lui donner un nom de domaine personnalisé parce que là, si je vous dis d'aller sur cette, si je vous donne cette URL là, vous allez me dire ouais, c'est pas hyper vendeur. Moi, je veux un site avec www.quelque chose à quelque chose. Vous pouvez tout à fait lui définir. Tant que vous avez un nom de domaine, vous lui dites sur lequel il doit aller, il se débrouille. Par contre, ce type de plateforme, ils fournissent pas les noms de domaine. Non. Alors, non, pas sur cette plateforme-là. AWS le propose, c'est-à-dire que tu peux réserver ton nom de domaine sur AWS, héberger tes projets, il n'y a aucun souci. Mais Google, c'est un service à part, c'est Google Domains qui s'en occupe. Et ça coûte, c'est à peu près équivalent au prix que tu peux avoir chez OVH, savoir une dizaine d'euros par an, sur le nom de domaine. Voilà. Mais là, sur la plateforme cloud, il n'y a pas le système de domaine, c'est juste tout ce qui est DNS, résolution d'adresse IP, des choses comme ça, donc tu n'as pas le nom de domaine encore. C'est bien séparé. Mais tu peux tout à fait lier les deux, il n'y a aucun souci. Un nom de domaine, c'est juste une adresse IP. Donc, tu fais ce que tu veux avec. Donc là, normalement, il n'a pas terminé la mise à jour parce qu'il était en plein dessus. Voilà, donc ça peut prendre un peu de temps parce qu'en plus, il me fait la mise à jour complète du projet. Mais dans l'idée, voilà, là, vous avez votre projet. Donc là, il ne tombe pas, merci Google. Mais dans l'idée, vous avez votre configuration. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus, mettre en cache, utiliser du Redis pour la mise en cache, sécuriser les utilisateurs. Voilà, peu importe, on vous explique même comment ça fonctionne derrière. Hein. Donc, aucun souci, c'est documenté. L'idée, voilà, c'est que vous avez une requête qui est faite sur le nom de domaine, il renvoie le serveur, tout seul, il démarre. Voilà. Donc ça, c'est App Engine qui est l'équivalent d'un serveur directement préconfiguré. Vous n'avez pas à tout configurer, c'est un peu moins.
Donc là, il est déployé automatiquement, donc on pourra le regarder tout à l'heure. Je vais juste essayer de voir si je peux stopper ma base de données parce que du coup, j'en ai plus besoin. Voilà. Donc là, la base de données, je peux la stopper. Je clique dessus, je fais tac, supprimer, et normalement, c'était test. Voilà. Et donc là, la base de données va être tombée. Voilà. Donc là, elle est supprimée. Donc vous voyez, un service, on peut le monter ou le supprimer aussi rapidement que ça, hein, ça pose pas de problème. On est sur du cloud, donc ça va beaucoup plus vite. Et je peux faire pareil ici. Je fais hop. Non, si la checkbox va bien, ça serait top. Merci. Supprimer. Donc là, il me supprime le service. Donc lui, ça peut prendre un peu de temps parce que s'il y a des accès ou des choses comme ça, ben, il va prendre un peu plus de temps. Et le service est tombé directement. Donc on a le App Engine, on a la sécurité. Donc vous pouvez gérer tout ce qui est sécurité aussi, identifiant de connexion, ainsi de suite. Donc là, bon, moi j'en ai créé parce que j'ai des accès un peu particuliers dessus, mais vous pouvez créer vos propres clés d'accès sur le projet. Vous avez Kubernetes, donc ça c'est pour tout ce qui utilise notamment Docker. Vous pouvez faire de la configuration et de l'orchestration de déploiement, notamment pour ceux qui en chient sur Docker. Ça peut être une bonne idée. Vous pouvez le configurer là-dessus. Donc Kubernetes qui est un service Google de toute façon. Vous avez la surveillance, donc ça c'est pour tout ce qui est log, ainsi de suite. Le débugage. Vous avez les repos Git, donc qui peuvent être mis à jour automatiquement en fonction de vos repositories GitHub. Donc ça, c'est hyper important. Si vous avez un repository GitHub public, il peut automatiquement mettre à jour votre repository Google. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc si vous avez des données un peu sensibles, ben, vous pouvez passer que sur celui de Google directement. Hein. Vous avez le même accès que sur les autres. Hein. Si je prends le composer.json, voilà, vous avez c'est le même fichier. Hein. C'est juste qu'il est mis à jour automatiquement. Vous avez bon, le container registry, ça c'est pour Docker, les API, puisqu'il y a certains services qui sont disponibles, le stockage. Donc le stockage qui peut être pour stocker des fichiers. Donc on appelle ça des buckets, comme chez KFC. L'idée, c'est que vous mettez en fait quelque chose dans le panier directement. Donc, pour donner un exemple, vous pouvez créer un bucket, par exemple, l'appeler test. Donc, merci, ouais, super. Test, c'est pas, il ne doit pas être disponible. Non, mais vraiment, il y a vraiment un qui a fait test OC sur OpenClassroom. Voilà, celui-là, il est disponible. Donc, vous pouvez le définir en multi-régional, en régional. Bon, ça, c'est les zones dans lesquelles il peut être disponible. Vous avez le coût, donc c'est 0,026 $ par mois. Donc, vous avez des coûts de récupération, ainsi de suite. On peut le mettre, par exemple, ici, le créer. Donc, le bucket, ça va beaucoup plus vite, puisque c'est juste un stockage, hein, temporairement. Et on pourrait lui dire, par exemple, bah, je veux importer un fichier. Donc, par exemple, bah, je ne sais pas. Qu'est-ce que je pourrais avoir, par exemple, on pourrait prendre, tiens, la classe validator, par exemple, que j'ai fait pour, voilà. Il importe le fichier, il m'importe le fichier, et maintenant il est disponible. Donc je peux le partager en mode public pour le rendre disponible, et si je vais sur le lien, voilà, j'ai le fichier. Et là, vous avez stocké votre fichier dans un bucket, donc il est disponible partout. Là, il est disponible partout dans le monde, directement. Si vous vous connectez, je sais pas, de l'autre côté du globe, il sera aussi disponible. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ouais, c'est un mini Dropbox, quoi. C'est un Dropbox sans plus avancé et plus rapide. Puisque tu peux gérer s'il est public ou pas, la zone de disponibilité. Si tu veux le rendre disponible que pour toi, bon, bah, tu bloques un peu la responsabilité, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. C'est cet équivalent-là, c'est un stockage, de toute façon. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc, une fois que c'est fini, tac, il est fait. Donc là, bah, je peux le supprimer, hop, et le bucket, là, voilà. Et là, il est déjà supprimé. Voilà. Donc ensuite, vous avez tout ce qui est produit, ça on les a vus. Vous avez les premiers pas, si vous voulez vous lancer tranquillement, il n'y a pas de souci, hein, c'est documenté, vous pouvez tout à fait vous mettre en place dessus. Hein. Ça, il n'y a aucun souci. Ça, les services, on les a vus. Vous avez aussi ce qu'on appelle des Cloud Functions. Donc les Cloud Functions, alors ça se base sur Node.js. Si vous n'êtes pas allé sur JavaScript, ça va être plus compliqué. Mais l'idée, c'est que vous avez même plus de serveur. Là, sur Compute et App Engine, vous avez toujours un serveur qui tourne derrière. Sur Cloud, vous n'en avez plus. C'est juste un process, comme PHP-S pour votre serveur, qui s'exécute quelque part. C'est pas un serveur à proprement parler. Vous envoyez juste du code, il se débrouille. Donc ça peut être plutôt pratique si vous voulez consommer très peu. Les Cloud Functions sont très recherchés aujourd'hui. Vous avez tout ce qui est stockage, on l'a vu pour la base de données. Vous avez les réseaux, donc pour tout ce qui est mise à niveau, disponibilité sur le cloud, ainsi de suite, ça on l'avait déjà vu. Et le big data pour tout ce qui est machine learning, ainsi de suite. Vous avez notamment quelque part par là sur les API, pour tout ce qui est traduction automatisée de vos textes, ainsi de suite, ainsi de suite. OK ? Donc ça, normalement, là-dessus, on est à peu près bon. Et là, normalement, je ne sais pas s'il m'a terminé le projet. Voilà. Bon, là, j'ai mon projet Select qui est à jour.
Normalement, il avait terminé la mise à jour. Je vois pas pourquoi le terminal. Voilà. Donc là, il m'a terminé. Et là, vous voyez, je peux faire gcloud app browse. Tac. Là, il va me donner, normalement, par défaut, l'URL sur laquelle est mon projet. Il m'ouvre le navigateur. Et là, je suis sur mon projet Silex. Donc, si vous avez un projet Symfony, c'est la même chose. Hein, c'est juste les points d'entrée qui sont à changer. OK? Voilà. Ça se fait tout en ligne de commande. Et vous pouvez même le faire sur des outils comme CircleCI, Travis, GitLab, ainsi de suite, le configurer pour qu'il déploie de manière automatisée dessus. Donc, juste vous préparez votre code, vous l'envoyez, il se débrouille directement. Donc ça peut être pratique. Et là, j'ai un projet directement disponible. Hop. Donc, vous pouvez mapper un nom de domaine et par défaut, voilà, Google App Engine, il remonte puisque c'est Nginx qui fait tourner derrière. Donc là, celui-là, il est plus à jour, celui-là, il est bon, celui-là, il est bon, celui-là, il est bon, et là, il est bon. Et donc après, une fois que vous avez terminé, que vous n'en avez plus besoin, normalement, vous pouvez accéder au service. Ici, vous faites tac. Bon, par défaut, c'est celui-là, et on peut faire normalement défaut. Donc là, il me le rend disponible, et après, on pourra le supprimer une fois qu'il aura terminé directement, puisque là, il était encore en mise à jour tout à l'heure. Voilà. OK? Donc là, on a fait le tour là-dessus. Donc il y a beaucoup de services. Hein, voilà, ça, là-dessus, il faudrait des sessions complètes pour faire le point là-dessus. Mais voyez le Service Cloud comme une plateforme pour aller plus vite du coup pour vos besoins. Donc notamment pour le déploiement, le développement. Si vous avez, je sais pas, de l'hébergement de projet où vous voulez pas vous embêter à configurer un serveur, App Engine, vous configurez, c'est fini. OK? Est-ce que sur ce qu'on a vu, il y a des questions? J'en profite. Non? Pas plus que ça? N'hésitez pas s'il y en a. Oui, donc ça fait une doc de plus à lire, malheureusement. Alors après, c'est toujours dépendant de ce que tu choisis comme service. Hein. Celle d'Amazon est très complète, mais bon, pas forcément très lisible. Après, ne pensez pas qu'il y a un service qui fera tout pour vous. Hein. Il vous faut, bien entendu, autant de services que vous avez besoin. Il n'y a pas deux plateformes cloud qui fait tout comme on le voudrait, donc vous prenez celle qui vous convient le mieux. Si je peux juste donner un avis, Amazon, c'est très bien si vous êtes très au point sur l'architecture système, donc sur tout ce qui est sysadmin, DevOps, ainsi de suite. Google est plus typé développeuse. Donc si vous êtes plus quelqu'un typé code et un petit peu moins typé Linux, ainsi de suite, Google est peut-être plus adapté pour vous. Après, c'est à vous de voir celui que vous préférez. Ok, donc je pense notamment pour ceux qui sont sur P6, P7, si vous voulez juste les rendre disponibles le temps de passer en jury, vous faites un App Engine, vous configurez, vous envoyez, et puis vous savez que c'est disponible. Ça peut vous permettre d'aller plus vite. Et puis même pour vous, ça vous évite de louer un VPS, de le rendre disponible, d'avoir un nom de domaine, de configurer les accès SSH, d'avoir un PHP, et ainsi de suite. Non, prenez votre code, vous l'envoyez, il se débrouille. Voilà. Alors, il y a le même service chez Amazon. Donc vous avez, de mémoire, je crois que c'est Lambda que ça s'appelle. Produit, je crois que c'est Lambda qui s'en occupe, qui fait ça. Voilà, c'est ça. C'est Lambda directement qui s'en occupe. Donc l'idée, c'est que vous envoyez votre code et il se débrouille tout seul pour configurer derrière. Donc c'est le même système, c'est juste un nom différent. Amazon, ils aiment bien avoir des noms qui sortent un peu de l'ordinaire. Mais voilà, si vous avez des projets que vous voulez sortir rapidement, ou même si vous êtes, je sais pas, en dehors d'une formation ou quoi que ce soit, vous voulez rendre votre projet disponible, au moins vous l'avez disponible rapidement. Et ça a pris 10 minutes en relâche parce que merci à la ligne de commande qui est lente. Mais par défaut, voilà, vous pouvez le faire. OK? Alors, si tu veux une BDD sur le déploiement que tu viens de faire à part, oui, alors c'est un service à part, effectivement. Ça, tu le montres plutôt bien. L'idée, c'est qu'il faut que tu configures en fait juste ton service là que tu viens de déployer pour qu'il ait accès sur la base de données. Donc ça, c'est expliqué notamment sur la partie documentation, donc sur Cloud directement. Vous allez dans Produits, App Engine, consulter la documentation. Donc PHP, par exemple, je prends celui-là en flexible. Donc pour qu'on ait les accès dessus. Et admettons que je veuille une base de données, normalement c'est par là. Voilà, data. Donc par exemple MySQL. Voilà, on te dit, App Engine, tu utilises tout ça. Alors après, c'est de la ligne de commande, il y a un SDK installé en local. Donc qui s'ajoute à votre ligne de commande, hein, donc c'est l'équivalent de Composer, ainsi de suite. Hein. Vous configurez vos identifiants, vous configurez les accès, et ensuite c'est dans la configuration du projet où vous mettez la configuration en plus. Vous voyez, c'est des variables d'environnement pour qu'ils puissent en fait se connecter
sur votre base de données. Mais oui, c'est un service à part. C'est le service BDD qui s'en occupe. Mais c'est aussi rapide à configurer. Voilà. Tu peux même le faire en interface visuelle, il n'y a aucun souci. Là, c'est montré en ligne de commande, parce que normalement, tu le fais en ligne de commande pour configurer, mais tu peux tout à fait tout faire par l'interface visuelle, ça fonctionne pareil. Voilà. Et vous pouvez vous servir de vos bases de données pour le développement local. Si vous voulez avoir l'équivalent d'une base de données de prod pour voir si ça fonctionne bien et qu'il n'y a pas de problème, vous créez une base de données, vous vous configurez dessus, enfin, vous vous connectez dessus et c'est bon. OK? C'est pareil pour les mails. Alors, vous pouvez utiliser SendGrid. Il y a les envois de SMS aussi. Vous pouvez configurer faire les mises à jour PHP, servir des données, le cache. Vous pouvez configurer un petit peu ce que vous voulez. Voilà, mapping, notamment pour les noms de domaine custom. Vous voyez, vous pouvez directement le faire. Donc là, on vous dit nom de domaine directement. Donc, vous configurez un nom de domaine particulier et il se débrouille tout seul pour remapper dessus directement. Alors, c'est solide. Oui. Alors, un peu tous les services sont comme ça. L'idée, c'est un service, un besoin. L'idée, c'est de faire ça comme ça. Mais Google le découpe de manière plus complète pour moi, à mon sens, que Amazon, puisqu'il se concentre vraiment sur t'as un besoin, tu fais que ça. Là où tu as d'autres services sur Amazon, notamment, où c'est tu lances ton code et puis il fait 15 000 services derrière pour arriver à quelque chose. Là, il fait un truc. Bon. Donc ça, c'est à vous de voir si vous en avez besoin, si vous avez envie de vous mettre dessus. Ça peut être plutôt pratique quand vous êtes en formation, vous voulez vite rendre disponibles vos projets, vous n'avez pas trop le temps parce que vous travaillez sur le projet qui suit, vous envoyez votre code, il se débrouille. Voilà. Donc après, prenez la plateforme qui vous convient, Amazon, Microsoft, Google, peu importe ce que vous prenez. Il n'y aura pas forcément toujours les mêmes services, mais c'est grosso modo le même fonctionnement qui est derrière. OK ? Donc, sur le cloud, moi, j'ai fait à peu près le tour de la présentation. J'avais pas grand-chose à vous présenter pour aujourd'hui. L'idée, c'était juste de vous faire une introduction sur le service cloud. Après, c'est à vous de voir si vous convient de plus. Ça, je peux pas vous forcer à prendre telle ou telle plateforme. C'est pas l'idée, de toute façon. Mais voilà. Au moins, vous avez une introduction. Si vous avez besoin, vous pouvez détailler là-dessus. Amazon, il y a eu une offre pendant 1 an sur certains services qui sont gratuits. Donc, c'est pendant 1 an. Alors, c'est limité en fonction de ce que vous utilisez. Microsoft, c'est pareil. Et Google, c'est directement un crédit qui vous est donné pendant 1 an. Donc, si vous avez besoin, vous pouvez créer plusieurs adresses, créer plusieurs comptes Google dessus et recevoir plusieurs fois le crédit. Si vous voulez le tester plus longtemps, ça peut être pratique. Voilà pour les services cloud. OK. Est-ce que sur ce qu'on a vu, il y a des questions, des derniers points? J'en profite. Ça peut être l'occasion. Moi, j'aurais une question. Donc, tu as besoin d'un nom de domaine avant d'attaquer? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Non, parce qu'il te donne une adresse IP. Donc, tu fais ce que tu veux. Si tu veux un nom de domaine personnalisé, tu en commandes un et tu fais la liaison entre les deux. Sinon, tu conserves l'adresse IP. Donc, il n'y en a pas forcément besoin. En fait. Non. Okay. Non. Il te crée une adresse IP tout seul. Donc, après, c'est vraiment si tu veux avoir un truc un peu plus propre. C'est pas obligatoire. Ouais, donc pour les projets, c'est suffisant. Ça peut être largement suffisant. Au moins, tu n'as pas à louer un nom de domaine, à faire des sous-domaines ou quoi que ce soit. Tu récupères ton adresse IP et tu la rends disponible. C'est tout. Voilà. OK. Donc là, pour le cloud, on a fait le tour pour aujourd'hui. Ce n'était pas une grosse présentation, je sais, hein, mais l'idée, c'était pas de tout vous présenter parce qu'il faudrait des sessions 15 heures pour tout vous présenter. Mais l'idée, c'est au moins vous avez une idée de ce que c'est, de ce que ça peut vous apporter. Donc après, documentez-vous là-dessus, essayez de voir ce que vous pouvez mettre en place, essayez de tester avec vos projets, voir si seulement ils sont faciles à configurer. Et puis après, si vous en avez réellement besoin, servez-vous-en. Sinon, vous conservez dans un coin quelque part pour dire si j'en ai besoin un jour, ça peut être toujours ça. Voilà. Sachant qu'en entreprise, c'est très recherché, et notamment sur AWS. Les utilisateurs et développeurs AWS sont très recherchés et très payés. Énormément. Voilà. Donc ça là-dessus. Est-ce que tu parles bien, Guillaume? T'as vu? Non, mais AWS est très recherché, mais vraiment très recherché. Google un petit peu moins parce qu'ils sont un petit peu moins consommateurs du cloud, donc c'est un petit peu moins recherché. Mais AWS est très, 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 très recherché. Voilà. Sachant que c'est une plateforme qui évolue. Exactement, qui est recherché, c'est
Les compétences et le fait de savoir se servir correctement de la plateforme, puisqu'il y a des certifications professionnelles sur Amazon. Ah, d'accord. Oui, oui, il y a des vraies certifications sur les services cloud. Vous en avez 8 sur Amazon Web Services, donc c'est 3 niveaux différents. Vous avez junior, expérimenté, senior, donc c'est 8 certifications à passer. Vous avez 2 certifications sur Google Cloud. Microsoft, ils en ont 2, je crois aussi. Sachant qu'une certification cloud peut faire doubler votre salaire très rapidement. Sur certaines, notamment AWS, si vous avez ne serait-ce qu'une certification, c'est assuré. Voilà. Alors, c'est du travail, bien entendu, de passer à la certification. Il faut connaître les services et les préparer, mais c'est très recherché. Alors, pour passer la certification, normalement sur AWS certification, normalement il doit remonter. Voilà, il est ici. Voilà. Certification AWS, je crois que le prix pour passer la certification est de 150 €. Voilà. Donc là, vous avez les 3 premières certifications, donc qui sont le niveau, enfin non, les 4 premières qui sont ici, donc qui sont le niveau basique, on va dire, de la certification. Vous avez le niveau associate, donc qui est un niveau en plus. Vous avez le professional, donc là, qui est le niveau terrible, et vous avez des spécialisations, donc le networking, le big data, la sécurité, ainsi de suite. Et normalement, il y a le prix quelque part. Question fréquente, je crois que c'est détaillé ici. Propos de la certification. Donc la certification est valable 2 ans. Et il y a le prix quelque part. Il me semble que c'est une centaine d'euros, 150 € en fonction de la certification. Alors après, il y en a d'autres qui sont un peu plus chers. Mais l'idée, voilà, c'est très recherché, très, très vendeur. Et il y a très peu de développeurs qui en les 8. Donc ça peut être un plus. Mais voilà, le prix, ouais, sur 150 € la présentation de mémoire. On est 2 fois moins cher que celle de Symfony. Symfony, c'est 300 € la présentation. Je crois qu'on est sur 150 € sur les premières, donc sur celles qui sont au plus bas niveau, sachant qu'il y a des plateformes pour les réviser, notamment eCloud Guru. Alors, c'est pas un site, voilà, que je recommande vivement pour les préparations de certification, notamment sur tout ce qui est cloud, puisqu'il y a tout un niveau sur notamment Amazon Web Services. Vous avez les 8 certifications qui sont documentées et expliquées pour les passer. Voilà. Donc ça, on peut vous en servir. C'est l'équivalent voilà, des certifications PHP, Symfony, Docker, ainsi de suite. Mais AWS est très recherché. Google un peu moins, parce que bon, bah, c'est un peu plus récent et parce que l'architecture est un petit peu moins fifou. Mais AWS, voilà. Si vous êtes tenté plus tard de faire du cloud, ben, voilà. Alors si vous avez les 8, vous êtes tranquille. Mais voilà. Ça là-dessus, ça peut être un plus. Donc c'est un très gros plus sur un CV. Alors le gros problème c'est que c'est valable que 2 ans, donc tous les 2 ans il faut vous remettre à jour sur la certification et la repasser, mais au moins vous êtes à niveau. Voilà. Je sens que la certification ça en a motivé certains. Mais voilà, vous le voyez de plus en plus sur les offres d'emploi notamment, on vous dit 6 certifications AWS fortement appréciées. Bah, c'est celle-là. Notamment les premières, puisqu'après il y a des... En fonction du nombre d'employés qui est certifié AWS, ils ont des partenariats, l'entreprise a des partenariats avec Amazon, donc notamment des réductions, des préparations certifiées en plus, des choses comme ça. Donc ça peut être un gros plus. De toute façon, les services, j'imagine que c'est plutôt les mêmes vis-à-vis AWS et Google. Donc tu te fais la main d'abord sur Google, un truc pour commencer, tranquillou, et puis après tu te mets sur AWS. Le système est le même, c'est juste voilà, une machine, un serveur, tu fais ce que tu veux, c'est la mise en place qui est différente. AWS, c'est plus technique que Google Cloud, ce qui explique aussi pourquoi la certification est plus recherchée. Pour exemple, juste voilà, les configurations de serveurs sur Google, bon, bah, ça a pris 5 minutes pour le lancer, sur AWS, c'est un bon quart d'heure. Mais tu as un serveur beaucoup plus configuré, puis bon, ça mène à la certification.
Donc après, bon, les certifications, c'est un autre débat, mais si vous pouvez essayer d'en passer un jour, ça peut être un plus. Voilà. OK? Bon, nickel. Moi, j'ai fait le tour pour aujourd'hui. C'était pas une très grosse session pour aujourd'hui. Je voulais juste vous présenter un petit peu ce que c'était, que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. L'idée, c'est pas de vous donner voilà, un avis très posé là-dessus. Vous ferez votre propre avis. C'est à vous de voir celui qui vous convient le plus. Donc voilà, essayez-les, essayez de voir voilà ce qui vous convient, ce que vous appréciez, ce qui vous plaît le plus. Et puis bah après, faites avec. OK? Bon, impeccable. On va partir là-dessus. Donc nous, semaine prochaine, donc on se verra donc pour Docker cette fois-ci. Donc il y a un très bon complément au service cloud. Donc on verra bon les bases de Docker, on verra pas configuration hyper avancée, mais vous puissiez comprendre un petit peu l'usage et pourquoi on se sert de Docker aujourd'hui. Les semaines d'après, donc on reprend, comme je vous ai dit tout à l'heure, le process Symfony classique. Donc je pense qu'on verra, on commencera peut-être par la sécurité, puis on verra peut-être des composants suivants, notamment tout ce qui est traduction, container, ainsi de suite, pour que vous puissiez être plus à l'aise là-dessus. Donc normalement, vous avez toujours le formulaire qui est disponible sur le Slack dans les publications qui ont été pinned sur le channel général. S'il y a besoin, je vous le remettrai dans la journée, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à y répondre pour qu'on puisse planifier de manière plus large les sessions qui sont à venir, notamment si vous avez peut-être des composants très particuliers que vous voulez voir. Ça peut être l'occasion, ou si vous voulez rentrer plus dans le détail de PHP, ou peut-être, je sais pas, voir, je sais pas, un équivalent de P5 en direct qui serait progressivement procédural et passer en objet. Enfin, j'en sais rien. Voilà, détaillez-le pour qu'on puisse planifier là-dessus. OK? Bon, impeccable. Si vous avez des sujets complémentaires, autres que PHP, Symfony, Docker ou quoi que ce soit que vous voulez voir ou peut-être avoir une idée là-dessus, bah, vous le notez et puis on pourra travailler là-dessus. Alors, pourquoi tu ne nous as jamais parlé de H2? H2, c'est-à-dire? Alors, HTTP2, pardon, j'en ai pas parlé, parce que pour le moment, c'est pas quelque chose qu'on a abordé. HTTP classique fonctionne très bien. HTTP2 apporte des fonctionnalités en plus, comme les push, les choses comme ça. Après, s'il y a besoin, on peut le détailler, il n'y a pas de problème, hein, mais ça, il faut que ça soit quelque chose qui remonte de manière plus générale pour que vous soyez tous intéressés. Parce que si ça concerne que 2-3 d'entre vous, bon, c'est pas nécessairement hyper intéressant, ça apportera peut-être pas une grosse plus-value parce que vous n'aurez peut-être pas de grosses questions là-dessus. Donc, on peut le voir s'il y a besoin. Ça, il n'y a aucun souci. Il faut juste, par contre, nous le dire. Tout simplement. Voilà. Mais si vous avez, je sais pas, notamment les progressive web apps, des frameworks front, ou enfin, peu importe ce que vous voulez voir, hein, vous le dites, on essaiera de faire des sessions là-dessus, il n'y a pas de souci. Notamment Vue, pour ceux qui sont en train d'en faire, s'ils en font. Je pense à Romain, qui s'est lancé dessus. Voilà, ou certains d'entre vous, bah, vous le dites. Alors React, oui, on peut le voir s'il y a besoin. Angular, dans sa dernière version, je suppose, avec TypeScript. Ouais. Aucun souci. S'il y a besoin, ben, notifiez-le sur le formulaire. Alors le machine learning, peut-être pas, parce que je suis pas à l'aise en Python, donc je pourrais pas t'aider. Mais sur les frameworks front, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Si vous avez besoin, on planifie des sessions, on voit, et puis ça sera toujours ça de vue, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais vraiment, voilà, si vous avez des points que vous voulez voir en priorité, dites-le. Ça nous permet de le planifier, ça nous permet de dire, ok, voilà, je sais pas, par exemple, dans 3 semaines, on voit, je sais pas, Vue ou React, enfin, peu importe, et au moins, ça vous permet, vous, de vous introduire rapidement à cette partie-là. Tu peux répondre autant de fois que tu veux au questionnaire. Il n'est pas bloqué en termes de réponses. L'idée, c'est qu'on ait le plus de réponses possible pour qu'on ait un panel très large sur ce que vous voulez voir. C'est sûr que si on a 4 réponses, ça va être compliqué de vous planifier au plus juste les sessions. Donc ça, là-dessus, il n'y a aucun problème. Ok? Bon. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires sur ce qu'on a vu, peut-être sur ce qu'on va voir? Je ne sais pas, j'en profite. Pas plus que ça. Bon, ok, nickel. Bah écoutez, on va partir là-dessus. Donc nous, semaine prochaine, on voit Docker directement. Donc là, je pense qu'on fera les 2 heures cette fois-ci. On va voir après en fonction des questions, et ainsi de suite. Mais on fera peut-être sûrement les 2 heures complètes là-dessus. Et la semaine d'après, on reprend du coup Symfony. Donc ça sera toujours ça pour tout le monde.
Alors, Hugo, il n'y a pas besoin de trembler pour Docker. Ça passera tout seul. L'idée, c'est ça. Donc ça, tu n'hésitez pas. S'il y a des questions en dehors, de toute façon, des sessions, vous n'hésitez pas. Hein, il n'y a aucun souci là-dessus. On est disponible. Vous le voyez assez sur le Slack. Pour ceux que je vois demain en session, bah, écoutez, on se voit demain. Donc, s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas non plus. Hein. Et puis bah, sur tout ça, moi, je vais vous souhaiter du coup une excellente journée. Et puis, bah, du coup, une excellente semaine pour ceux que je ne verrai pas. Et puis, bah, pour ceux que je vois cette semaine, du coup, on se voit très rapidement. Impeccable. Eh ben, on part là-dessus. Passez tous, du coup, une excellente journée. Alors, je vais arrêter, du coup, l'enregistrement.